Bienvenue sur NeuroConiFoot, le podcast où neurosciences et football se rencontrent pour booster l'intelligence de jeu. Je suis Greg, spécialiste en entraînement perceptivo-cognitif et fondateur de NeuroConiFoot. Si tu es à la recherche de conseils pour former des joueurs capables de mieux lire le jeu, d'anticiper et de prendre de meilleures décisions, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des concepts simples, des outils concrets et des témoignages inspirants. Alors tiens-toi prêt et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour Nicolas et bienvenue dans ce nouvel épisode de NeuroConiFoot. Bonjour Greg, merci pour l'invitation. Alors c'est un réel plaisir pour moi de t'accueillir dans ce podcast. Je t'ai écouté dans le podcast Histoire de foot et j'ai trouvé ton parcours vraiment inspirant. Alors pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours dans le foot? Écoute, j'ai commencé à coacher, ça fait déjà 27 ans maintenant. Donc, ça fait quand même un petit bout avec les tout petits. Et voilà, j'ai dans des clubs amateurs avec des associations régionales au Québec. Et ensuite, j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie, volet encadrement sportif à l'Université de Sherbrooke. Et ensuite, j'ai passé 2 ans au Brésil, donc en faisant des stages dans des clubs pro. Hem, J'étais avec Alisson quand il avait, 17 ans, par exemple, le gardien de Liverpool. Et à mon retour, j'ai travaillé pour l'Impact de Montréal pendant 11 ans. Et pendant ces 11 années-là, j'étais avec la réserve, comme adjoint au départ, après c'est entraîneur-chef d'à peu près toutes les équipes, responsable de la méthodologie, hem et j'ai terminé comme entraîneur-chef de la réserve et ça s'est terminé là-dessus. Et ensuite, j'ai parti ma compagnie. Ça s'est terminé avec Montréal. J'ai parti ma compagnie de consultation, surtout pour des clubs, des fédérations, des associations et des coachs. Parce que je trouvais je trouve encore d'ailleurs, qu'on s'occupe énormément des joueurs, mais pas beaucoup des coachs. Donc, c'était une compagnie de consultation par rapport à la méthodologie, par rapport à au bal arrêté aussi, surtout pour les clubs pro, celui-là. Et bon, j'ai fait aussi des choses avec des universités américaines. Et quelque temps après, j'ai travaillé avec Göztepe en Turquie, en deuxième division turque, comme responsable des balles arrêtées. Et ça s'est très, très, très bien passé. On avait une moyenne d'un but par match. On était deuxième au monde sur certaines stats de balles arrêtées. Et suite à ça, j'ai dans le même groupe de propriétaires que Southampton. Southampton m'a appelé quand il y avait des difficultés sur les balles arrêtées en début de saison. Et puis j'ai fait le saut à Southampton pour la saison. Très bien. Alors avant de parler de ton expérience actuelle, je voudrais qu'on aborde un peu ton parcours de formateur puisque tu as été formateur au CF de Montréal, je crois, pendant une dizaine d'années. Exact. Pendant cette période, quelle a été la place de la partie cognitive dans ce parcours de formateur? Ce qui est intéressant, c'est que dès la première année, dès la création de l'académie, ça a été abordé. Donc, même dans la périodisation que l'on avait de notre microcycle, la charge cognitive était planifiée avec des exemples de différentes complexités d'exercices que l'on pouvait mettre pour s'assurer que la charge cognitive, elle était haute au bon moment et elle était basse au bon moment aussi. Et ça a été super intéressant au départ. Et plus ça a avancé, heu, je dirais quand Philippe Lafroy nous a présenté la méthodologie 2.0, là, c'était aussi, sur comment on peut intégrer des pédagogies dans notre méthodologie qui vont toucher les différentes parties du cerveau. Donc ça, c'était très, très intéressant, là, où il y avait comment dans des situations, comment dans des jeux, comment dans des exercices techniques, on peut créer un environnement qui va, encore une fois, toucher les différentes parties du cerveau, mais je pense aussi que ça va plus loin que ça, où
des joueurs vont apprendre mieux dans certaines pédagogies, versus d'autres et je pense que ça aussi c'était assez intéressant et assez important dans notre méthodologie. De manière concrète, est-ce que ça se traduisait par des collaborations avec des scientifiques, avec des universités? Oui, oui, on avait des collaborations avec, si je me souviens bien, c'était avec l'UQAM. On avait c'était aussi, tu sais, Philippe était très fort pour nous créer une mentalité de chercheur. Donc qu'on fasse des recherches, qu'on base des choses sur des études scientifiques. C'est pas nécessairement toujours possible, mais des fois, c'était sur des stats. Heu, mais, mais voilà, on avait une collaboration avec l'UQAM, notamment par rapport à ça. OK, excellent. Alors le sujet de ce podcast, c'est, l'intelligence de jeu, c'est transmettre des outils, des pistes de réflexion pour les éducateurs en matière d'intelligence de jeu. Qu'est-ce que c'est l'intelligence de jeu pour toi, Nicolas? Ça ça peut être beaucoup de choses, Greg, hein. Généralement, c'est un mot qui est mis puis qui paraît super bien. «Ah, moi, je veux un joueur intelligent», mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça peut être la durée du podcast au complet, je pense. Mais si je prends quelques exemples, des fois, c'est juste ça peut être un joueur qui reconnaît bien des situations, donc qui prend des bonnes décisions. Ça, c'est, je dirais, une définition très assez générale et assez simpliste, parce que je pense qu'un joueur qui est capable d'utiliser ses forces et de cacher ses faiblesses est aussi un joueur assez intelligent. Et là, on est dans un tout autre registre, d'intelligence. S Voilà, donc et je pense qu'un joueur qui est capable de lire, non pas ce qui est en train de se passer maintenant, mais ce qui va se passer dans là et les prochaines actions, ça aussi, c'est un joueur intelligent. Donc il y a plein de voilà, là, j'ai nommé 3 différents, il y en a probablement un paquet d'autres, mais pour moi, c'est 3 qui sont assez significatives, sachant que celle de l'intelligence d'utiliser ses forces et limiter ses faiblesses, c'est souvent une forme d'intelligence qu'on oublie. On ne la voit pas autant que les 2 autres que j'ai nommés ou que voilà, ou de d'autres que j'ai peut-être oublié de nommer évidemment. Toi, dans ton parcours, est-ce que tu as eu des moments déclics ou peut-être des anecdotes où tu t'es dit: «Là, l'aspect cognitif, c'est clairement le facteur clé à développer», hein»? Je te dirais que je suis un peu contre de dire: «Ça, c'est le facteur clé». Pour moi, c'est quelque chose, il y en a que c'est: «Ah, le physique, l'athlétisme, c'est le facteur clé. Ah, l'intelligence de jeu, ça, c'est le facteur clé». Je suis contre comment je pourrais dire ça? Ces liens trop faciles avec une seule chose. Pour moi, c'est une interaction entre un paquet d'éléments qui fait qui forme un profil de joueur, par exemple, parce que là, c'est un peu plus de ça que l'on parle et cette interaction entre ces éléments-là forme un joueur. Il y a des joueurs qui sont plus ou moins intelligents dans le jeu. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas à l'extérieur, mais dans le jeu, qui sont extrêmement athlétiques et qui font très, très bien, qui sont parmi les meilleurs au monde. Et il y en a qui sont un peu plus à l'inverse et qui sont aussi parmi les meilleurs au monde. Et il y en a qui sont extrêmement athlétiques, qui ne sont pas capables de réussir et il y en a qui sont extrêmement intelligents et qui ne sont pas capables de réussir quand même parce qu'il leur manque des choses. Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont à l'intérieur d'un profil de joueur et qui ont un impact, dynamique sur ces bon là, j'ai mis l'athlétisme, le niveau d'athlétisme d'un joueur versus l'intelligence de jeu, parce que c'est souvent les 2 extrêmes que l'on compare. Mais pour moi, encore une fois, c'est plus complexe que ça. C'est qu'il y a plein d'éléments autour de ça, ou à l'intérieur d'un profil de joueur qui interagissent avec cet élément-là, qui vont s qui vont compléter le profil et qui vont faire que c'est un joueur qui est performant ou pas. Mais ça ne je ne pense pas que on peut résumer à une chose. Notre cerveau, il veut.
Puis moi, à chaque fois qu'on me pose la question: «Mais c'est quoi la chose qui fait la différence dans le développement du joueur, dans les balles arrêtées?» C'est de comprendre qu'il y a plus qu'une chose. Parce que si on ne comprend pas cette complexité, puis qu'on ne lui donne pas, ça veut pas dire qu'il faut compliquer, mais faut donner le niveau de complexité, heu, aux choses ou aux éléments que l'on est en train d'évaluer. Il faut leur donner, à la même valeur que cette complexité ou du moins de notre perception de cette complexité. Alors tu as eu la chance de travailler sur différents continents dans le foot. Est-ce que tu as observé des différences culturelles, dans la manière d'approcher, d'aborder l'intelligence de jeu et surtout l'entraînement cognitif? Oui, définitivement, mais j'ai des fois, oui, on pourrait dire que c'est culturel, mais je te dirais que même j'ai été dans certains pays, dans les équipes de jeunes, c'était le jour et la nuit, des choses complètement, différentes, heu, d'un entraîneur à l'autre, je pense que ça va au-delà de la culture, mais, tu sais, un des clubs plutôt les plus, cohérents dans la manière de travailler, que j'ai vu, c'est Benfica. Bon, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce que là, c'était une méthodologie très holistique, hem, où, peut-être pas chaque équipe là, mais il y avait énormément de préparateurs mentaux et pas nécessairement quelque chose qui était mis en isolé, c'était quelque chose qui était intégré à tout ce qui était fait sur le terrain. Il y avait des choses à côté aussi, mais, mais l'œil du préparateur mental ou de la préparatrice mentale qui était là était extrêmement lié avec le terrain. Trop souvent, j'ai vu des choses qui avaient pas beaucoup de lien avec le terrain qui étaient faits. Non, là, c'était extrêmement intéressant de voir, par exemple, et là, je vais parler d'une chose qui est fait à l'extérieur du terrain, mais qui est quand un joueur va avoir son premier match en pro, il y a une séance de visualisation qui était faite avec ce joueur-là pour, stimuler à ce qu'il voit qu'il y a une perception de la foule, de ses premières minutes, de ses premières touches, qui fait en sorte que quand il le vit pour vrai, c'est presque comme si c'était pas tout à fait sa première fois. Du moins pour qu'il y ait je sais pas si c'est une anticipation du stress ou plutôt une réduction un contrôle ou une maîtrise, je pense que c'est le meilleur mot, du stress qu'il va vivre pour sa première expérience en pro. Et ces processus-là, je les ai sentis sur toutes les équipes de jeunes. Là, j'ai parlé d'un processus qui était, évidemment pour ceux qui étaient plus proches des pros, mais les processus hem, au niveau cognitif et au niveau méthodologique étaient très, très, très semblables sur toutes les catégories. Puis juste pour donner une anecdote, c'était super intéressant là, pour moi, c'est aussi lié avec le cognitif, mais il y avait un un entraîneur, une équipe qui, l'entraînement était complètement différent de toutes les autres équipes et on avait une personne qui était avec nous juste pour nous expliquer les choses quand j'ai passé la semaine à Benfica et c'était un stagiaire, si je me trompe pas en marketing et tout de suite, il l'a vu, il dit: «C'est un nouveau coach, on va lui parler parce que c'est pas comme ça que Benfica s'entraîne» et j'avais trouvé extrêmement intéressant que lui-même le voit tout de suite sans même qu'on ait besoin de le mentionner. Mais la perception qu'on a eue, c'était très, très, très cohérent et je pense que que le stagiaire en marketing soit capable de percevoir que ce que le nouveau coach est en train de faire, c'est pas la méthodologie de Benfica. Puis c'était, parce que le travail technique avait pas ou peu de prise de décision. Donc, d'où le lien avec le cognitif ou à Benfica, par exemple, j'ai déjà vu un exercice technique où il y avait, 14 possibilités, dépendamment des décisions qui étaient prises. Donc c'était quand même assez intéressant et c'était avec les pros.
que généralement, on dit: «Ah, ben, avec les pros, est-ce que c'est vraiment possible de faire des exercices comme ça?» Ben, il y avait 14 prises de décision sur un lendemain de match avec les remplaçants, sur un lendemain de match de Ligue des champions, avec les pros. Donc, c'était très, très intéressant à voir. OK, excellent. Alors j'aimerais qu'on aborde un peu ton poste actuel. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce qu'est ce poste actuellement à Southampton? Je suis responsable des balles arrêtées. Donc, j bon là, on analyse, il y a un analyste des balles arrêtées qui est là aussi. Donc on fait l'analyse, ensemble de nous, de l'adversaire et on prépare, on coach, ben, surtout moi je coach les balles arrêtées sur le terrain, meeting individuel. Ouais, voilà, un peu de travail individuel en petits groupes avec toute l'équipe. Tout ce qui concerne les balles arrêtées, évidemment, j'aide avec d'autres choses, en cas de besoin, là, mais toutes les tâches principales sont liées avec l'entraînement des balles arrêtées. Comment est-ce qu'on devient spécialiste des phases de jeu arrêtées? Est-ce qu'il y a des formations pour ça? Comment es-tu arrivé là? Écoute, je suis, bon, probablement que vous connaissez, Nicolas Jauvert qui a été à Montpellier, qui est maintenant à Arsenal, qui est à Man City et qui était à Brentford. Bon, ben, Nico, on se connaît depuis, probablement pas loin de 20 ans, autour de 20 ans. On a été ensemble à l'université de Sherbrooke, on a joué ensemble, on a travaillé ensemble et quand il était à Brentford, on a toujours, maintenu le contact, durant toutes ces années et quand il était à Brentford, je vais aller voir ce que je peux aller voir ce que tu fais. Tu sais, c'était quelque chose qui était très, très, très nouveau, les balles arrêtées. Moi, j'avais pas nécessairement d'intérêt avant ça ou de connaissances sur les balles arrêtées, compétences, j'avais pas voilà, très, très rudimentaire. Je vais passer la semaine avec lui et il y a vraiment un réel déclic sur je dirais la première chose, ça a été de considérer les balles arrêtées comme une phase de jeu normale. Donc qui n'est pas souvent, c'était comme si c'était dans un univers, parallèle, où tout était fait complètement différemment et là, ça a été vraiment ce déclic-là de OK, mais de le considérer comme si c'était, une phase de pression ou une phase de construction de derrière et là, ben, d'avoir les mêmes processus intellectuels pour la construction des principes, du modèle de jeu de balle arrêtée ou de corner ou de touche ou et au niveau méthodologique aussi. Parce que très souvent, je donne souvent l'exemple, ben, on travaille les balles arrêtées les 10 dernières minutes, du dernier entraînement avant le match. Est-ce que sans opposition ou avec très peu d'opposition, imaginez, est-ce qu'en tant qu'entraîneur-chef, est-ce qu'un entraîneur-chef va faire ça avec sa sortie de derrière ou son press? Pas sûr. Ben, on le fait avec les balles arrêtées. Donc c'est une réflexion, qui amène heu, je dirais une confrontation avec tout ce que j'avais vécu comme joueur, comme coach sur les balles arrêtées, puis j'ai tout remis en question et je dirais presque tout jeté aux poubelles ce que je savais d'avant pour construire, pas sur une page blanche parce que la semaine m'a donné beaucoup de réflexions et de pistes sur lesquelles construire ces principes de jeu-là et cette méthodologie de balle arrêtée. Mais, mais voilà un peu comment ça a commencé. Beaucoup d'auditeurs de ce podcast sont issus du foot amateur. Ce poste de spécialiste, de phase arrêtée, est-ce que c'est quelque chose de commun aujourd'hui, dans les staffs, en Angleterre et de manière générale en Europe? Je dirais ça dépend du pays. Bon, je dirais en première ligue, presque tous les clubs en ont, même coach et analyste. En championship, de plus en plus. En Scandinavie, de plus en plus aussi. Je dirais Danemark, il y en a beaucoup qui en ont. Je serais porté à croire qu'en Suède aussi. Finlande et Norvège, je connais un peu moins, pour être honnête. Alors que je pense qu'en France, j'en connais un. Ça veut pas dire qu'il y en a probablement d'autres. Tu peux nous dire dans quel club?
Valenciennes, parce que c'est le même groupe de propriétaires que nous. Donc, c'est Abel Lorinx qui est le coach des Ballaretti à Valenciennes en National 1. Et je pense que Toulouse en a un, mais je ne suis pas certain. Et je ne sais pas s'il est encore là. Et là, je ne sais pas son nom, là, je ne me souviens plus. Donc, donc voilà, il y en a pas, de ce que je connais, il n'y en a pas énormément. Et en Major Soccer League? Il y en a quelques-uns. Je sais que Charlotte en ont un. Je sais qu'Austin en a eu un. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Voilà, il y en a quelques, il y en a un ou deux, deux autres clubs qui en ont, mais je pense que c'est tout. Ok. Comment se passe ton travail avec le staff au quotidien? Ça dépend énormément du club, de l'entraîneur-chef. Ça peut varier énormément. Je vais donner des exemples. Je pense que c'est plus ça l'idée. Je pense que c'est ce que tu recherches. Mais très souvent, je vais faire des entraînements individuels sur les touches. Donc, ça, c'est un aspect où, par exemple, à Gostepe, il y a des joueurs qui ont gagné 10 mètres en un mois. C'est énorme, là. 10 mètres, c'est de la surface de réparation au 6 mètres. C'est énorme. Et dont un joueur de 31 ans. Donc, ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que est-ce que les joueurs plus vieux, ils peuvent et ils veulent apprendre? Ben lui, voilà, il a été extraordinaire. Et voilà, il a pris presque 10 mètres en un mois. Euh, Évidemment, après un match, on fait l'analyse de nos balles arrêtées, offensives et défensives. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup faire un retour parce que là, tu peux vraiment construire sur ce qui s'est fait. Et des fois, il y a des retours collectifs, des fois, il y a des retours individuels qui peuvent être faits en personne, mais qui, des fois, juste avec envoyer une vidéo, ça peut être suffisant. Euh, il y a des entraînements de balles arrêtées qui sont faits avec l'équipe, mais à l'intérieur d'un jeu, par exemple. Tu fais du 11 contre 11, mais tu peux intégrer des balles arrêtées à l'intérieur de ça. Il y a euh, des travails en petits groupes. Donc là, c'est quand on veut travailler davantage sur l'exécution, sur des choses un peu plus précises, au niveau individuel ou au niveau avec juste quelques joueurs. Ça peut être sur le marquage, sur le démarquage, sur, sur l'exécution, par exemple, sur le service au premier poteau, au deuxième poteau, c'est pas du tout la même technique. Donc, ça peut en faire partie, même sur le jeu de tête. Et, je dirais une partie de mon travail qui est super, super intéressante, c'est j'essaie énormément d'analyser individuellement les joueurs pour comprendre c'est quoi leurs préférences. Quand je dis leurs préférences, c'est pas nécessairement ce qu'ils me disent qu'ils préfèrent, mais ce qu'ils ont le plus de chances de réaliser. Avec succès, évidemment. Donc, je vais donner un exemple sur l'exécution d'un service sur le corner. Il y en a qui ont une préférence au premier poteau et d'autres au deuxième. Il y en a qui. J'ai un joueur très, très bon pour l'envoyer au deuxième poteau, incapable de l'envoyer au premier. Chaque fois que je lui demandais de l'envoyer au premier, soit c'était 10 mètres trop court ou c'était envoyé au deuxième. Mais voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire avec ce joueur-là. Mais c'était très. Tu voyais très, très clairement une préférence. Donc, le premier réflexe, c'est d'abord de le placer dans sa préférence. Et la même chose sur le jeu de tête. Et là, ça devient super intéressant parce que c'est, je dirais, encore plus complexe. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il y a des joueurs qui sautent à un pied, des joueurs qui sautent à deux pieds. Il y a des joueurs qui ont à peu près aucune mobilité du haut du corps, d'autres qui en ont énormément. Et la combinaison de ces choses-là avec d'autres font que tel angle va être mieux pour eux pour faire une tête. Donc, comment on peut faire en sorte qu'ils soient démarqués dans leur meilleur angle possible pour faire
pour faire leur jeu de tête. Donc ça, c'est super intéressant. J'avais Mehmet Diouf en Turquie qui était, super joueur de tête et j'avais étudié comment il avait marqué ses buts de la tête. Je me suis dit: «Bon, je vais le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse réussir et qu'il puisse marquer». Donc je pense que c'est une chose qui est super intéressante et qui est je pense très oubliée, dans le foot et là, pas juste sur les balles arrêtées, mais c'est comment on peut utiliser les forces de nos joueurs. Donc ça donne un peu un topo entre le collectif, les petits groupes, l'individuel, la vidéo, l'analyse et quand on met tout ça ensemble, ben, c'est là que ça va orienter notre stratégie sur balle arrêtée et ma philosophie, souvent les balles arrêtées, on les compare au foot américain. C'est quelque chose qui, tu sais, en anglais, on dit set play, mais moi, j'aime pas trop cette expression parce que je pense que tout comme un modèle de jeu, tu peux construire des repères. Tu peux avoir une lecture de la situation, comment est l'adversaire, est-ce qu'ils se sont ajustés après le premier? Est-ce que leur ligne est plus haute, plus basse? Est-ce que voilà, où sont leurs forces? Tu peux, faire réfléchir le joueur par rapport à ce qui se passe et il y a c'est évident que c'est moins ouvert que sur une construction derrière ou sur un place, c'est une évidence. Mais il y a une partie de lecture de jeu qui peut être extrêmement, extrêmement intéressante et importante, à l'intérieur des balles arrêtées. Est-ce que tu voudrais nous partager une anecdote ou une réussite marquante, que tu as vécue récemment, en lien avec ton travail actuel? Hem, il y a un joueur, qu'on a, je vais évidemment pas le nommer, mais on est à l'entraînement et il réussit 80 de sa tâche et ce qui est super intéressant, c'est qu'on arrive en match et on est beaucoup plus proche de 0 que du 80 et là, je vais travailler plus avec lui. Peut-être pas la meilleure chose au départ, mais voilà, ça a été ma réflexion au départ. J'ai dit: «OK, on va travailler». Oui, on travaille, mais et à l'entraînement, puis c'est constant, il réussit 80 à l'entraînement, il arrive en match, c'était presque à zéro. Et du coup, à un moment donné, je dis: «OK, je vais avoir une discussion avec lui». C'était informel parce que je voulais pas que ce soit je voulais qu'il soit à l'aise pour s'ouvrir. Je lui dis: «Mais oh, comment tu te sens quand tu vas faire, ta tâche?» Il fait, c'est comme si en match, j'avais zéro confiance pour la faire. Et là, du coup, ben, on est, allé plus loin dans la discussion sur les raisons derrière et après on a mis une routine en place. On a mis de la visualisation avant que la balle arrêtée, c'est ça aussi un avantage, la balle arrêtée, c'est que souvent tu as du temps avant, à moins que tu la joues, très rapidement, mais sinon tu as du temps avant. Donc qui visualise sa tâche avant qu'elle arrive, heu et même je continue de lui envoyer des vidéos avant chaque match de lui qui réussit sa tâche, juste pour créer des émotions positives et là, c'est comme dans tout, les progressions sont jamais linéaires, mais ça a été très, très, très rapide. Il est super et quelques semaines après, boum, ça redescend énormément. Peut-être pas loin de 0, mais ça redescend et là, je l'ai vu tout de suite. Même pendant le match, avant qu'il le fasse, j'étais capable de le repérer puis je lui ai montré. J'ai «Regarde, on a parlé de ta routine avant que ça se passe, avant ta tâche et là, je dis: «Regarde-toi avant que ça se passe» et tu vois, il est super rapide, il se dépêche à faire ses choses et donc parce que tu as l'air relax, tranquille, en maîtrise de ce que tu fais. Je dis: «Non, pas du tout, je suis en train de pas courir partout parce que mais en train de voilà, tu vois le niveau de stress augmenter tout de suite dans tout son non-verbal. Donc j'ai dit: «Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu peux faire?» «Ah ben, il faut
relax, respire, hein, visualise. Donc on repart sur tout ce qu'on avait travaillé, mais qui avait besoin d'être, peut-être qu'il l'avait fait, peut-être qu'il avait visualisé, mais il l'avait visualisé dans un état de stress qui ne l'aidait pas. Là, il fallait qu'il fasse la même routine, mais en relaxant. Faut qu'il soit en maîtrise de ce qu'il fait, qu'il soit sur la tâche et non pas sur son anxiété. Donc c'était, je pense je pense que c'est d'une certaine manière un succès. Il y a des hauts, des bas, mais je pense qu'à la fin, c'est, moi, je le considère comme un succès, qu'il ait vraiment franchi un cap sur ça et depuis, il est relativement bien. C'est pas un des meilleurs au monde sur sa tâche, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. À t'écouter, ton approche est très holistique finalement. Oui, 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 ma vision des choses, de la vie est assez holistique aussi. Donc ce qui est pas toujours évident, c'est que dans les staff pro, c'est pas toujours la même vision, mais quand ce l'est, c'est génial. C'est génial parce que là, tu peux vraiment, je dirais, multiplier les effets. Est-ce que tu es toi, personnellement formé à des outils de prépa mentale ou est-ce que dans ce cas bien précis avec ce joueur, tu as travaillé en collaboration avec un coach mental? Oui, donc moi, je travaille avec quelqu'un, mais il y en a un aussi, on a une préparatrice mentale au club. Donc toute cette préparation-là, moi, je l'ai fait en collaboration avec elle. C'est moi qui l'a fait avec le joueur simplement parce que c'était plus, je sais pas si facile, mais le contact et la connexion, elle était déjà là. Mais oui, là, moi, j'ai travaillé avec Antoine Gulnaire pendant 11 ans. Je sais pas si Antoine va écouter, mais il y a des choses où je pense qu'il va reconnaître que ça vient de lui, Antoine qui est extraordinaire. Et, et j'ai travaillé avec Yoann Moget très longtemps aussi, qui est extraordinaire aussi. Et l'Andrea qui travaillait avec nous à Southampton, très bien aussi. On a même, pour l'anecdote dont j'ai parlé, il y a des choses qui venaient de Yoann, d'autres qui venaient d'Andrea. Est-ce qu'il y a des compétences, soit perceptives ou cognitives qui sont plus sollicitées dans des phases arrêtées? C'est une bonne question. Est-ce que ce l'est davantage? Je ne sais pas. Je pense que c'est surtout différent parce que si tu prends un corner, c'est très, très rare que le ballon est dans cet angle-là. Très, très rare qu'il y a des défenseurs centraux dans la boîte, surface de réparation. Donc je pense pas que c'est une question de plus ou moins, mais c'est surtout une perception cognitive qui est différente, avec des angles différents, donc qui vient changer quand même considérablement la lecture. Les principes peuvent rester semblables. Il y a certains principes qui peuvent rester semblables, mais il y en a certains qui vont obligatoirement changer de par ces angles-là. Je vais même prendre, sur les touches où ça peut sembler similaire. Une touche dans le tiers médian, la plupart du temps, tu auras jamais un bloc aussi compact que ça quand le ballon est en jeu. Des fois, tu as des blocs adverses qui ont personne non seulement sur l'autre côté du terrain, donc la moitié, on est à droite, mais la moitié à gauche du terrain, mais des fois même 10 mètres à l'intérieur. Donc ça fait que l'autre côté est complètement libre. Mais en même temps, tu as une densité que tu n'auras jamais autour du ballon dans une autre phase de jeu non plus. Donc ça l'amène aussi des perceptions différentes et en plus, le ballon va arriver aussi d'une manière différente. Donc, ça, je dirais, c'est la première chose. Les autres, c'est pas nécessairement au niveau cognitif, mais plus au niveau mental. Mais souvent, tu as un niveau d'agressivité qui est aussi différent, où tu as besoin souvent de plusieurs joueurs en même temps qui soient très agressifs. Donc,
Dans une phase de jeu ouverte, ben, souvent ça va être maximum 2, peut-être des fois il y a un troisième joueur qui va des fois tu peux avoir, presque 3-4 joueurs de même équipe qui vont arriver avec une agressivité, non. C'est peut-être aussi vrai sur des transitions, surtout sur des courses. On peut parler, je pense, d'agressivité sur certaines courses, mais je pense qu'on comprend l'idée. Dans tes observations, dans tes échanges avec le staff, est-ce que tu constates un lien entre des joueurs intelligents et des réussites dans les phases arrêtées? Souvent, ça va être des joueurs qui vont reconnaître des failles dans l'adversaire, dans comment ils sont placés. Hem, c'est des fois, ça peut être aussi des joueurs qui vont être très rusés pour se sortir du marquage, plus que de le faire par, la force. Jamais, 100 de la force quand tu te démarques sur une balle arrêtée, mais ça peut en faire partie dans certaines stratégies de démarquage. Mais c'est souvent surtout des joueurs qui, par exemple, qui vont prendre un coup franc très rapidement, qui vont voir qu'un joueur est tout seul pour partir en profondeur ou sur une touche. Mais ça peut être aussi le joueur qui voit qu'il est tout seul pour partir en profondeur et qui le fait aussi. Et voilà. Ben oui, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que, je vais donner un exemple que j'ai vu cette semaine à l'entraînement où on travaillait notamment sur des blocs. Et il y a un joueur super, super intelligent et qui est contre quelqu'un il est supposé de le bloquer. Et le joueur qui se fait bloquer bouge avant le bloc, donc le bloqueur passe tout droit. Mais très rapidement, il se retourne et fait le bloc. Et ça, faut être aussi très rusé parce que la plupart des joueurs seraient juste passés tout droit. «Ah non, et lui vraiment tout de suite, il a réagi, il a réussi le bloc d'une autre manière. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement rusé. C'était pas une question de force ou d'agressivité. C'était vraiment une question de comprendre comment il pouvait faire pour le bloquer différemment. Donc c'est très, très intéressant à voir. Souvent, les milieux de terrain sont souvent cités comme joueurs plus intelligents. Est-ce que toi, tu observes la même chose justement dans ces phases arrêtées? Pas toujours, pas toujours. Hem, Ça dépend des milieux de terrain. Il y a des milieux de terrain qui sont plus athlétiques qu'intelligents. Il y en a qui sont plus techniques qu'intelligents. Donc ça dépend beaucoup. Des fois, tu as des défenseurs centraux qui comprennent tout de suite les choses, très, très, très rapidement. Mmh, d'autres moins. La même chose pour je dirais la plupart des positions. C'est vrai que de manière générale, les milieux de terrain sont souvent, ont une pas de compréhension du jeu, mais ont souvent une variété de prise de décision, excusez-moi, qui est plus grande. Donc ils ont l'air plus intelligents. Est-ce qu'elles le sont vraiment? Je sais pas. Mais ils ont l'air plus intelligents parce qu'ils prennent une variété de décisions plus grande que généralement un défenseur central, par exemple. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus intelligent? Pas nécessairement. Je pense pas, du moins. Alors l'Angleterre est souvent citée comme un des pays de référence sur la partie cognitive. Est-ce que toi, tu ressens une ouverture à cet aspect cognitif dans ton club actuel? Ben, oui, il y a de l'ouverture tout dépend de ce que l'on veut dire par, de l'ouverture sur le cognitif, mais encore une fois, je pense que ça dépend énormément, pas juste du club, mais de l'entraîneur. Ça, même dans le club, il y a eu quand même, si on compte, à l'intérim, il y a eu 3 entraîneurs différents à Southampton cette année. Donc sans nommer les noms, mais je peux dire que j'ai vu les deux extrêmes. Donc un qui était très, très ouvert sur le cognitif et très, très fort sur ça et un autre, je dirais beaucoup moins pour être gentil et un autre qui était entre les 2. Donc voilà, c'est pas juste culturel, c'est aussi, ça dépend énormément de la personne. Est-ce que ça devrait être comme ça? Je sais pas,
mais c'est souvent comme ça. Toi, personnellement, c'est quoi ton avis sur, l'importance, la compréhension et l'utilisation du cerveau du footballeur, dans les années à venir? Qu'un entraîneur comprenne le fonctionnement du cerveau et soit capable d'avoir une une adaptation, des adaptations à son entraînement pour maximiser ou plutôt optimiser le développement des compétences des footballeurs qu'il a en face de lui, je pense que ça a une marge de progression énorme. Une marge de progression énorme. Je pense que ce n'est pas le seul sujet qui a une marge de progression énorme. Je pense qu'en termes d'entraînement, le foot a énormément à progresser, mais a énormément à progresser encore aussi. C'est très, très, très hétérogène, même au plus haut niveau, sur la qualité des entraîneurs. Là, c'est dommage à dire, mais c'est la réalité. Et, et ses connaissances sur le cerveau humain, mais aussi sur comment il apprend, comment on apprend au niveau cognitif, comment on apprend au niveau moteur. C'est, je dirais, plus semblable que ce que l'on peut penser. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais est très différent de ce que l'on a été éduqué. Je vais essayer de donner un exemple là-dessus, où là, je me souviens plus du nom de la recherche, mais une étude qui parle de quand on étudie pour un examen. Donc, il y a 2 groupes. Il y a un groupe qui étudie les chapitres en ordre et qui, à la fin, a un test. Et un autre groupe qui étudie les chapitres complètement en désordre et à la fin, il y a un examen. Et je ne me souviens plus, il y a un écart sur les semaines après. Donc ils repassent le même examen plusieurs semaines plus tard, je ne me souviens plus combien. Et ceux qui ont fait, les chapitres de manière aléatoire, donc ils partaient du chapitre 10 en premier, après ils venaient au 5, après au 7, ils repartaient au 10, au 3, qui le faisaient de manière très aléatoire, avaient une note vraiment, vraiment au-dessus de ceux qui le faisaient en ordre. Alors que nous, quand on est à l'école, on a fait, on commence par on fait un sujet, après on va au prochain et après on va au prochain. Et c'est de plus en plus prouvé. Là, je suis pas un expert sur le sujet, mais sur ce que je lis, du moins, c'est ce que j'en comprends, qu'on apprend davantage quand c'est de manière aléatoire. Et ce qui était super intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils ont posé la question à ceux qui ont étudié de manière aléatoire et on les résultats leur ont été communiqués, qui ça a été vraiment meilleur que le groupe qui l'avait fait en or. Mais leur perception était quand même que, pour le prochain examen, ils allaient le faire en ordre, parce qu'ils pensaient que ça allait être meilleur pour eux. Donc notre cerveau, il est programmé d'une manière qui n'est pas nécessairement à cause de l'école. Puis là, c'est pas une critique envers l'école, c'est juste, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Je vois en tout cas beaucoup de changements. J'ai une fille de 6 ans qui s'en va davantage vers ces études de l'apprentissage-là. Elles sont, je pense, de plus en plus intégrées et améliorées. Mais comment moi j'ai été à l'école, c'était quand je vois les études sur l'apprentissage, je ne les connais évidemment pas toutes. C'est complètement à l'inverse de comment j'ai été éduqué, au niveau scolaire. Qu'est-ce que toi, tu aimerais encore explorer, dans le domaine du coaching? Ce qui est ce que j'aime énormément dans le domaine du coaching, c'est comment lier les éléments entre eux. Donc je sais que sur le podcast, c'est évidemment axé sur le cognitif, sur l'intelligence de jeu, mais comment on le lie avec la dimension physique? Comment on le lie avec, comment on joue? Comment on le lie avec l'entraînement? Comment on lie toutes ces choses-là ensemble pour former une méthodologie d'entraînement, pour produire une méthodologie d'entraînement?
parle des études sur l'apprentissage, sur le fonctionnement du cerveau. Comment on inclut ça dans notre modèle de jeu? Dans comment on le met en place? C'est extrêmement enrichissant et intéressant. Et là, je vais faire un lien quand j'ai pris la méthodologie, c'était après que Philippe Lafroy soit parti et après que Jules Guéguin soit parti avec les pros. Et une des choses où j'ai pris le plus de plaisir à faire, parce que Philippe, sur la méthodologie, il est meilleur que moi au niveau de comment mettre en place les choses, au niveau tactique, au niveau des comment mettre, comment périodiser les choses au niveau avec le fonctionnement du cerveau, avec ces éléments-là ensemble. Et Jules, même si j'ai quand même un background en prépa physique aussi, ben, Jules est un bien meilleur préparateur physique que moi. Mais de mettre ce que ces deux personnes extrêmement compétentes-là ont fait ensemble et faire des liens, ça a été une des choses les plus intéressantes. Je te dirais, je pense qu'il y a, qu'il y a énormément de choses à faire dans le foot pour, au lieu d'isoler les différents éléments qui, euh, qui font partie du foot, mais il faut les mettre ensemble. Puis une des citations que j'aimais, je pense qu'elle est de Frad, mais je suis pas certain. Je pense qu'elle est de Victor Frad. C'est ben, pour faire un gâteau, tu as besoin de sucre, farine, des œufs, voilà, pas non plus d'ingrédients, mais aucun de ces ingrédients-là est le même quand il est à l'intérieur d'un gâteau. C'est quand ils sont ensemble qu'ils forment toutes ces choses-là. Et c'est OK de couper une part de gâteau, mais la part de gâteau, c'est jamais du sucre, puis c'est jamais des œufs, c'est quand même une part de gâteau. Et très souvent, quand on isole, que ce soit le cognitif ou que ce soit la prépa physique, on vient finalement prendre juste du sucre au lieu de prendre une part de gâteau. Donc, je pense que c'est une analogie euh, que j'aime bien parce que ça veut dire de garder cet élément de complexité où on va lier le cognitif avec le reste pour le développer dans une manière où il va réellement avoir un transfert et un impact sur le terrain. Excellent, très intéressant. Si tu avais un ou plusieurs conseils, d'ailleurs à donner aux éducateurs qui nous écoutent, qui veulent développer les phases arrêtées, ce serait quoi? La première chose, ce serait de regarder à comment ils les ont vécues par le passé et remettre en question ces choses-là, c'est de les comparer avec comment eux, ils perçoivent les autres phases de jeu et essayer de répéter les mêmes processus intellectuels qu'ils ont pour, encore une fois, une construction derrière ou comment défendre dans un bloc médian. Je parle toujours de press, mais comment défendre dans un bloc bas, bref. Et d'avoir le même processus intellectuel pour leur principe de jeu sur balle arrêtée, pour leur méthodologie ou la manière de les entraîner, qui se posent la question, est-ce que je ferais ça pour ma sortie de derrière? Est-ce que je ferais ça pour comment je défends? Est-ce que je m'entraînerais, excusez-moi, de cette manière-là pour mes transitions? Et après, il y aura une remise en question ou pas. C'est dépendamment des éducateurs. Mais je pense que c'est la première étape. De comparer, parce que très souvent, notre perception des balles arrêtées, c'est comme si c'était dans un univers parallèle. Alors que ça fait partie du foot, alors que tu peux avoir des principes qui sont semblables, encore une fois, pas tous, mais tu peux avoir des principes qui sont semblables à ton modèle de jeu, je dirais sur le reste de ton modèle de jeu et qui vont s'appliquer sur tes balles arrêtées.
Même chose encore une fois sur la méthodologie ou sur la manière de l'entraîner. Et après, c'est d'être curieux. Oui, c'est bien d'être créatif sur les balles arrêtées, mais la variété, c'est ce que les stats avancées disent sur les balles arrêtées, c'est que plus tu mets de variété, moins tu marques de buts. Et c'est encore une fois, ça veut pas dire de ne pas être créatif, mais comment on va l'être? Pas besoin d'en voir pour avoir des idées. En tout cas, moi, j'aime bien en voir, regarder, ça me donne des idées. Mais après, c'est comment je me sers de cette créativité-là pour utiliser les forces de mes joueurs, euh, tout en mettant en place les principes de jeu que je veux mettre en place. Je suis parti un peu dans toutes ces directions, mais j'espère que le plus gros truc, c'est d'être curieux, mais en respectant nos principes de jeu qu'on veut mettre en place. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas les adapter, mais en les respectant et en utilisant les forces de nos joueurs. Donc pour résumer un peu ce que tu dis, c'est finalement dans un premier temps identifier, observer, peut-être pour prendre conscience de ce qui se passe et ensuite dans un second temps, de pouvoir adapter, corriger, entraîner. Ouais, je pense que ces 2 choses-là peuvent se faire en même temps. Bon, mais, dans un mais de dans une d'une manière cyclique. C'est-à-dire que tu vas identifier les choses, tu vas en faire, mais tu vas aussi répéter ce processus-là, hem, constamment. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu vas avoir ce processus-là va se répéter à quelques fois, du moins au début. Peut-être moins si ça fait 7, 8, 10 ans que tu es dans tes processus et tes choses, tu vas le faire moins souvent, tu vas remettre en question moins les choses, sont peut-être aller regarder moins de arrêter des autres parce que tu vas avoir, perfectionné ce que tu fais, mais au départ, c'est souvent des processus que tu vas répéter, un peu plus souvent. Ce que tu racontes, Nicolas, en tout cas dans cet échange est vraiment passionnant et j'imagine que certains de nos auditeurs vont probablement se trouver une vocation. Alors, est-ce qu'il existe une formation, aujourd'hui, pour, devenir spécialiste des phases arrêtées? Ouais, il y en a 2 que je connais du moins, il y en a peut-être plus, mais, MBP fait une formation et c'est la PFA, si je me trompe pas, je me souviens plus de. Donc, c'est une association d'analystes et il y a un cours de balles arrêtées pour les analystes. Donc, elle est moins sur le coaching des balles arrêtées, mais vraiment plus sur l'analyse des différentes balles arrêtées, mais c'est 2 formations, assez intéressantes. Alors comment peuvent faire les auditeurs pour te suivre dans tes aventures de coaching? Heu, Ça peut être sur Instagram, c'est probablement le meilleur, c'est, @NicoGagnon7. C'est, voilà mon nom d'identifiant pour Instagram. Nicolas, on arrive à la fin de ce podcast. Ce fut vraiment un réel plaisir pour moi d'échanger avec toi, un échange passionnant. Je te souhaite beaucoup de réussite, dans tes aventures, anglaises et je te dis à très bientôt. Ben, merci beaucoup Greg, c'était un réel plaisir pour moi aussi, là. Merci Nicolas, à bientôt, bye. Merci à toi, à bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des idées et des pistes à explorer avec tes joueurs. Si tu as trouvé ça intéressant, voilà comment tu peux m'aider à faire grandir ce podcast. Abonne-toi dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Chaque épisode, c'est une nouvelle occasion d'apprendre et de progresser. Partage cet épisode avec d'autres entraîneurs ou passionnés. Ça pourrait vraiment les inspirer et les aider à progresser à nos côtés. Laisse-moi une note ou un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça prend 1 minute et ça m'aidera énormément à toucher d'autres éducateurs comme toi. Merci d'avoir pris le temps d'écouter NeuroConiFoot. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.